comparer un tétraèdre, un cube, un octaèdre, un dodécaèdre et un icosaèdre. Ceux qui me connaissent savent aussi, je fais beaucoup de philosophie, donc là c'est l'approche platonicienne. Vous voyez que tous ces objets ont beaucoup plus de surface que la sphère. S'il y a beaucoup plus de surface que la sphère, ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher à fabriquer. Donc la nature est économe, elle choisit les sphères parce que c'est pour un volume donné, ce sont les formes qui donnent les volumes, les surfaces minimales. Alors vous avez un chiffre qui caractérise chaque liquide. Ici, je vous en ai donné juste 4, enfin 3 pour les plus. On montre un peu la fourchette. L'huile, c'est-à-dire la graisse, est à 20 millijoules par mètre carré. Donc ça, c'est la goutte de graisse que vous essayez de faire partir quand vous faites de la lessive. Vous luttez contre 20 millijoules par mètre carré. L'eau est à 72 millijoules, vous voyez, beaucoup plus fort. Et la substance liquide la plus forte en cohésion par ses forces quantiques, c'est le mercure à 480 millijoules par mètre carré. Alors, on en vient donc à la feuille que je vous ai distribuée. Vous voyez pourquoi? Parce que si vous avez dû noter ça, ça aurait été très difficile. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est plus une illustration que quelque chose que on va toujours faire référence. Donc vous voyez, j'ai mis des couleurs. Et puis comme je suis à Toulouse, j'ai rajouté ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens parlent de ça. Et l'énergie du vide existe en physique, une énergie qui est parfaitement reconnue, une énergie qui vient de l'électrodynamique quantique. Le problème qu'on a, c'est que souvent les gens pensent qu'on peut passer de là à l'un de ces 6 pôles que vous voyez ici. Alors ça, la physique vous l'interdit. Elle l'interdit pour 2 raisons. Parce qu'on sait que cette énergie du vide est infinie. Donc imaginez ce qui se passerait si vous donniez une source d'énergie infinie à des militaires. Imaginez. L'énergie est gratuite, ne coûte rien, elle est en quantité infinie. Prenez un général, 5 étoiles, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ça, la nature l'a prévu. Et c'est pour ça que cette énergie existe, mais vous ne pouvez pas l'exploiter. C'est réservé à la mécanique quantique. Et la seule façon que vous pouvez sentir cette énergie, c'est bien un phénomène qui s'appelle la radioactivité. C'est elle qui est responsable de l'instabilité des noyaux et qui va donner l'énergie nucléaire. Et une fois que vous avez l'énergie nucléaire, c'est elle qui va générer tous les autres types d'énergie qu'on connaît en physique. Donc très rapidement, vous avez l'énergie thermique, ça c'est la chaleur. L'énergie chimique, c'est celle qui fait que notre goutte d'eau est ronde, je vous en ai parlé. L'énergie mécanique, ça vous connaissez bien, c'est tout le travail, les moteurs, la vitesse. L'énergie gravitationnelle, ça vient du fait que vous vivez sur une planète qui a une certaine masse et un certain rayon. Et cette masse vous attire vers le centre. Vous n'y pouvez rien. Si vous voulez échapper, il faut quitter la Terre. Donc vous connaissez, c'est le fameux 9,81 mètres par seconde au carré. Vous pouvez avoir de l'énergie électrique et de l'énergie lumineuse. Et c'est en ce sens que la physique, vous ne devez pas l'avoir comme quelque chose de compliqué, puisque tout est là. Si vous voyez un phénomène dans la nature, forcément, il fera appel à un de ces 7 pôles. L'énergie du vide étant toujours en arrière-plan et jamais accessible. Mais c'est elle qui, finalement, gouverne toutes ces choses. Là, vous pouvez, via les flèches, vous voyez, vous connaissez très bien, des objets de la vie de tous les jours qui permettent de manipuler l'énergie. Vous avez tout à fait le droit de jouer dans tous ces pôles, de transformer une énergie en l'autre. C'est tout le jeu de la technologie, de fabriquer des machines qui font ça. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de passer directement de là à l'un de ces 6 pôles. Ça, la physique vous l'interdit. Ça s'appelle le second principe de la thermodynamique. Il est là pour vous protéger contre les généraux 5 étoiles, qui auraient accès à une source d'énergie infinie. Bon, évidemment, je schématise. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il n'existe que 7 formes d'énergie exploitable. Pas plus. Pas moins non plus. On peut jouer sur toutes ces formes. Pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est que le joule, ici j'ai pris une définition qui m'est propre, mais que j'aime bien parce qu'elle se réfère à nous-mêmes. Un joule, c'est l'énergie dégagée en 0,10 microsecondes par un adulte au repos. Vous êtes sur votre lit, vous ne pensez à rien, vous ne faites à rien. Tac! En 10 microsecondes, vous allez dépenser un joule. C'est ça le joule. Donc vous voyez, c'est une énergie qui nous correspond, macroscopiquement. C'est une énergie relativement importante. Et là, elle est due évidemment au métabolisme. Alors, une autre chose qui est importante avec l'énergie, vous voyez, partout j'ai mis des deltas.
Alors delta, c'est la lettre grecque pour dire différence. Ça, c'est un autre point qui est important à comprendre avec l'énergie. Vous n'avez pas accès à l'énergie en soi. Tout ce que vous avez accès, c'est à une différence d'énergie. C'est-à-dire que quand vous allez mettre en œuvre une machine, vous allez partir d'un état d'énergie, aller vers un autre état d'énergie. Ce que vous exploitez, c'est la différence. En aucun cas, vous pouvez exploiter la valeur absolue. C'est-à-dire que la machine, au départ, soit là, là, là ou là, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça, c'est une loi fondamentale de la physique, que la notion d'énergie ne définit qu'à une constante près. C'est la fameuse énergie du vide. On peut toujours, comme on fait des différences, elle est toujours la même, elle disparaît systématiquement. Donc ça, c'est bien important à comprendre que l'énergie en soi n'existe pas. Elle existe dans l'absolu, dans notre tête, mais dans la pratique, on ne mesure toujours que des différences d'énergie entre deux états. Voilà, c'est tout ce que je vous demanderai comme effort intellectuel physique. Ça devrait aller. Alors ensuite, on a la chance de vivre une belle époque. On va sur Mars. Et ici, je vais vous montrer ce que fait une goutte d'eau quand elle tombe. Mais avec une caméra ultra haute vitesse. C'est-à-dire, pas la caméra Carl Dolph, mais des caméras qui vont très très vite. Et donc ici, vous voyez les images que... Non, ça c'est pas encore les images vitesse, ça c'est juste quelques images qui vous montrent les images fixes qu'on voit, ça c'est des caméras fixes. Donc, il y en a certaines qui sont très belles, enfin moi je les trouve très belles. Savoir que tout ça c'est pas cliqué, c'est juste une goutte d'eau qui tombe. Et ce qu'on va analyser, c'est qu'est-ce qu'il y a comme phénomène. Alors voilà les trois choses que je pense que vous avez tous remarqué quand vous faites tomber une goutte. Si vous regardez par en dessous, vous verrez qu'il y a une cavité qui se creuse tout au début. L'eau s'ouvre quand la goutte arrive. Ensuite, il y a cette jolie couronne qui peut se former. Une couronne ducale. Vous connaissez les écussons, vous savez, les ducs ont des couronnes comme ça avec des pointes au bout. C'est ça, avec ça qu'on reconnaît un duc. Donc l'eau adopte la couronne ducale. Peut être n'importe quel fluide. Vous voyez ici, on a mis un fluide bien visqueux pour qu'on voit bien la couronne. Cette couronne est plus ou moins définie. Et la dernière chose que vous voyez, c'est cette magnifique image, donc ce qu'on appelle le jet de Rayleigh. C'est-à-dire qu'une fois que la goutte a fini de tomber, on a un jet qui apparaît au centre, avec ici ce qu'on appelle des ondes capillaires. Les ondes capillaires, c'est pas juste, c'est les ondulations que vous voyez sur le plan. Donc ça sont les trois phénomènes que vous pouvez observer. Donc maintenant, on va regarder l'image de vitesse du phénomène. Donc vous regardez bien, là ça va très lentement. On est à 5000 images par seconde, et évidemment on a ralenti pour que vous voyez ce qui se passe. Donc vous voyez, ça on a vu la couronne. Maintenant vous voyez que la couronne, c'est la cavité s'effondre, et on voit très bien le jet de Rayleigh qui se forme et qui se scinde ici. Lorsqu'il devient suffisamment gros, c'est lui qui génère les petites gouttes. La goutte qu'on voit au sommet du jet. Et puis après, bon, ce jet va s'effondrer à son tour sous la gravité. Et on retrouve ici ce qu'on appelle l'instabilité de Rayleigh plateau. Et puis la goutte, là, la caméra avait un champ de vision un petit peu trop restreint. Vous allez la voir apparaître. Elle est allée très haut en fait. Et elle va revenir. Là voilà. Et le phénomène va recommencer. Parce qu'on a une nouvelle goutte qui tombe. Puis ça va faire comme ça. Si vous voulez regarder ça, faites tomber de l'eau dans une bassine. C'est exactement ça. Sauf que là, on le voit à une vitesse extrêmement lente. Alors, quand on est des scientifiques, on va lister. Vous savez que les scientifiques ont une sale manie, c'est qu'ils veulent tout contrôler. Comment on va contrôler ça? Le phénomène, je vous ai mis ici les principaux paramètres sur lesquels on peut jouer dans cette expérience. La température, évidemment, vous est limitée entre 0 et 100 degrés pour l'eau. La densité, avec le fluide le plus dense qu'on connaisse, qui est le mercure, à 14 grammes par centimètre cube, donc on ne peut pas aller au-delà. La notion de viscosité, ça, vous savez tout ce que c'est. Quand vous voyez une bouteille d'huile et une bouteille d'eau, ça ne coule pas à la même vitesse. Donc on parle de viscosité. Donc ça, il y a une unité qui est le millipascal seconde. Les moins visqueux sont à 0,2, les plus visqueux à 200. La tension superficielle, j'en ai déjà parlé, c'est l'énergie interfaciale, celle qui fait que les gouttes sont rondes. Le diamètre des gouttes, vous pouvez faire des grosses gouttes, vous pouvez faire des petites gouttes. La vitesse d'impact, où je vous ai lancé de là, vous pouvez laisser tomber de plus.